Je ne sais pas s'il se resserre ou si avec cette dénomination-là, on ouvre encore une porte, mais à, à vous entendre, en fait, je me suis souvenu de deux choses. La première, c'est qu'il y a 7 ans, presque un petit peu plus, j'étais sur les bancs de l'université Paris-Descartes et devant moi, j'avais Régis Aubry et je me souviens bien de ce qu'il disait à ce moment-là. À propos de l'importance de la recherche et du développement de la recherche à propos des questions relatives aux soins palliatifs à la fin de vie, en disant mais tout passera, enfin ça passera, je déforme peut-être un petit peu, mais en tout cas il faut absolument mettre le paquet sur la recherche et notamment toutes ces questions sur lesquelles on débat et de façon assez limitée, on a peut-être encore une illustration actuellement et ça va revenir, eh bien c'est la recherche qui permettra d'aller plus loin et d'élargir et de s'enrichir de tout ça. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la plateforme et aujourd'hui il y a la plateforme et voilà, je me suis souvenu de tout ça. Et puis la deuxième chose, c'était le souvenir d'un bouquin qui traitait du soin et qui disait « Science, art ou magie ». Et ça m'a donc à nouveau, voilà, ça m'a traversé l'esprit. Et tout ça pour vous parler maintenant des approches non médicamenteuses en soins palliatifs. Alors, le contexte de tout ça, en fait, c'est un groupe de travail donc, du conseil scientifique de l'ASFAP, avec notamment Catherine Roussel, la directrice scientifique de l'ASFAP, qui est là cet après-midi. Et puis, je salue également Mathilde, qui fait partie de ce groupe de travail. Ça remonte à peut-être même 2 ans, au moins maintenant, à une époque où la première dénomination était « tiens, on va réfléchir à ce qu'on appelle les thérapeutiques non médicamenteuses ». Vous voyez, encore un autre terme. Et puis, se souvenir aussi que dans l'actualité, je remercierai M. Nino de m'avoir permis de citer quelques propos. On est dans un contexte quand même où il y a une forte demande des usagers et on sait à quel point dans les pratiques en soins palliatifs, on essaye en tout cas d'inclure les usagers, tant proches que la famille, les proches, le patient, etc. En se demandant, mais finalement, quelle dénomination, et aujourd'hui encore, on n'a pas tranché, si ce n'est qu'on a fait un choix de l'appeler approche non médicamenteuse, on pourra y revenir. Et bien sûr, de se concentrer sur de se dire, mais tiens, on va vraiment aller sur le terrain, interviewer des professionnels, et peut-être pas que, et d'aller voir parmi les équipes de soins palliatifs qui pratiquent des soins palliatifs, qu'en est-il, qu'est-ce qu'ils pratiquent, est-ce que pour eux c'est du soin, c'est pas du soin, qu'en est-il dans cette USP, on propose une activité bar à huîtres, est-ce que c'est juste un divertissement et c'est n'importe quoi, une occasion de boire un coup, est-ce que c'est la même chose que de faire de la musico, est-ce que c'est la même chose, parce que le soin palliatif c'est tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne dispose pas justement de ce niveau de preuve, voire tout simplement de cette démarche scientifique, de cette réflexion pour faire la part des choses entre, de façon restrictive un petit peu, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, ce qui est utile ou ce qui l'est moins, etc. On s'est bien sûr questionné entre nous et puis on s'est rapproché également de certaines organisations, dont le CUMIC à l'époque, et puis la NPI Society qui n'était pas encore créée mais qui a rapidement vu le jour. Et bien sûr, comme je vous le disais, on s'est dit, mais dans quelles conditions ces pratiques sont-elles mises en œuvre? Est-ce que c'est pertinent, etc. Donc la méthodologie est assez simple. Donc, il s'agit d'une enquête, encore une fois. Donc, notre propos n'est pas d'apporter des niveaux de preuve ou de faire une démonstration, et plutôt de partager une expérience, une réalité, et on l'espère, sur cette base-là, aller plus loin, avec, bien sûr, dans le cas d'une méthodologie la plus rigoureuse possible pour faire la part des choses et d'être une aide. On est bien dans une démarche de recherche plus que dans la production de données scientifiques. Donc une rapide recension des écrits, en prenant avis auprès d'experts, en faisant un choix délibéré, notamment après un échange avec Grégory Nino à l'époque, d'un des membres du groupe de travail, justement de ne pas se limiter volontairement à cette dénomination intervention non médicamenteuse, mais plutôt pour ne pas fermer ses portes, et on le reverra, on va parler aussi de la créativité en soins palliatifs, de savoir, mais en fait, il y a certainement des choses, enfin, il y a des choses que vous connaissez tous au quotidien qui, a priori, apportent d'une façon globale, tant aux patients qu'à ses proches, qu'aux soignants, et qui semblent faire du bien. Et donc, on ne va pas les laisser de côté. Au contraire, on va les prendre en compte et ensuite, on pourra se permettre peut-être de faire des tris. Donc, c'est plutôt une démarche de type exploratoire qu'on a menée par questionnaire. Vous verrez, 16 questions, 2 périodes de diffusion parce que forcément, c'est toujours compliqué de diffuser des questionnaires et on en est souvent frustré à la fin et on est toujours content quand on a 30% de répondants.
Donc, ce n'est pas tout le temps facile. Ces questionnaires ont été adressés, c'était des questionnaires type Lyme Survey, qui ont été adressés à des équipes qui pratiquent au quotidien des soins palliatifs, donc comme c'est écrit là, du USP, des équipes mobiles, l'HAD, puisque vous savez que l'HAD, c'est à peu près 50% de l'activité des HAD, ce sont des soins palliatifs, et également des lits identifiés de soins palliatifs. Et on a utilisé le mailing de la SFAP pour s'adresser à toutes ces structures. Ces structures qui ont répondu au nombre de leurs 145, 146 parce qu'il y en a une qui s'est manifestée il y a quelques jours, qui sont majoritairement des centres hospitaliers, voilà, c'est pas des CHU, c'est des centres hospitaliers, avec une certaine diversité dans les réponses. Je vais passer assez vite ces choses-là, si ça vous intéresse, on pourrait revenir dessus. Parmi ces structures, les structures qui ont le plus répondu sont des équipes mobiles, en précisant au passage en fait qu'on on attendait une réponse par structure, enfin une réponse par équipe, quoi, en fait, hein. Voilà, donc la personne qui répondait devait le faire, et ça c'était déclaratif, au nom de l'équipe, en espérant que sa réponse soit représentative de l'état des pratiques au sein de cette équipe. Et donc par ordre décroissant, c'est les équipes mobiles qui ont le plus répondu. Les HAD également sont particulièrement préoccupés par ces questions, et puis les unités de soins palliatifs, et ensuite les LISP. Qui a répondu majoritairement, ce sont des médecins. Voilà, on ne sait pas forcément pourquoi, parce que dans le mailing, il y avait autant des médecins que des infirmiers, que des cadres, mais certainement, je pense, peut-être plus le chef de service qui s'est emparé de ça, et ma foi, c'est très bien. Donc peut-être assez représentatif aussi de l'état des pratiques, à savoir une majorité de médecins, puis d'infirmières, d'infirmiers. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles nous ont dit, pardon? Eh bien, elles nous ont dit qu'au sein de leur structure, elles pratiquent, elles proposent au moins une approche non médicamenteuse, peut-être que c'est le terme qu'on emploie là, et vous ferez votre choix après. Donc au moins une approche non médicamenteuse proposée par cette structure. De quoi s'agit-il? Là, vous voyez, on retrouve des choses qui ont été dites, ce que vous venez de citer assez précisément, au premier rang desquelles l'hypnose. Alors ça peut être plusieurs approches, bien sûr. L'hypnose, l'aromathérapie, je pense que ça, c'est des choses qui vous parlent, que vous connaissez très bien, les touchés massages, la sophro, la socio-esthétique, et tout un tas encore, on en a fait un nuage de mots. Peut-être on verra juste après dans des éléments de discussion des choses qui n'apparaissent pas là, ou peut-être juste un petit point rapide sur la musicothérapie, qui en général fait référence à l'intervention d'un musicothérapeute. Voilà. On pourra peut-être en reparler dans la discussion sur justement des pratiques qui ont été étudiées scientifiquement sur les apports de la musique, mais en tout cas là, ça fait plutôt référence à l'intervention d'un ou d'une musicothérapeute. Alors, bien évidemment, encore une fois, il s'agit d'une enquête. Donc, à propos de l'utilité de ces approches non médicamenteuses, vous n'êtes pas surpris en voyant que la grande majorité des répondants les considèrent très utiles et bien évidemment pas inutiles. On peut peut-être se questionner à propos des non-répondants, mais on le reverra après. Que la place occupée par ces approches est considérée comme insuffisante. A priori, il y a de la place pour d'autres approches que celles qui sont occupées là. On a des éléments de réponse juste après. Donc, en grande majorité, quand même insuffisante, voire très insuffisante. Pardon. Alors, bien sûr, on a questionné ce rapport à la science sur ces approches. La grande majorité ont répondu que oui, il y a la nécessité de guider ces pratiques par des données scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Nécessité d'une validation scientifique, donc en s'appuyant sur des études, quand elles existent, afin de baser la pratique sur des données probantes. Alors, peut-être qu'il y a aussi matière à discuter et à s'entendre sur cette notion de données probantes, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, même s'il n'y a que 10% des données de la revue Cochrane, enfin de Cochrane qui ont les plus hauts niveaux de preuves, est-ce que c'est forcément nécessaire d'aller jusque-là? Ça, c'est aussi peut-être un élément de discussion, mais en tout cas, dans les argumentations qu'il donnait, c'est plus en fait la démarche d'aller se questionner, d'aller vérifier, évaluer les pratiques, de façon, encore une fois, à proposer ce qui est le plus juste. Voilà. Une forme d'honnêteté aussi dans les soins. Et tout ça pour gagner aussi en légitimité, en crédibilité, parce qu'on verra qu'il y a des éléments d'arbitrage, notamment en termes de financement et auprès des institutions. La nécessité, ça c'était très bien dit, d'en évaluer l'efficacité, mais aussi les risques. Et bien sûr, globalement, l'intérêt d'évaluer les pratiques. Et puis,
pour les peu ou moins convaincus, peut-être, eh bien, c'est d'argumenter dans le sens que, en fait, aujourd'hui, de toute façon, si on fait rien, on n'a pas forcément de données scientifiques sur lesquelles s'appuyer. Donc, il faut bien faire quelque chose, sachant que les données recueillies sont aussi assez subjectives et que c'est pas forcément facile de les produire et de s'appuyer dessus. Et puis, en argumentant aussi sur le risque de standardisation pour des pratiques qui, peut-être, selon eux, ne nécessitent pas d'être standardisées. Voilà, donc une limite en termes de souplesse et d'adaptivité de ces pratiques. Alors, on a posé la question, donc selon vous, quelle pourrait être, ou en tout cas quand vous proposez une approche non médicamenteuse aux patients et voire à ses proches, eh bien, c'est quoi les objectifs pour vous? Donc encore une fois, ils pouvaient répondre plusieurs choses, on avait fait des propositions et ils étaient libres de répondre autre chose. Globalement, vous n'êtes pas surpris non plus d'apprendre que c'est d'abord pour soulager des symptômes, mais aussi, et là je pense que vous ne serez pas surpris non plus, de créer cette expérience sensorielle, et puis peut-être les trois items qui suivent, on pourrait presque les regrouper dans cet intérêt à donner du sens pour ce qui se passe pour le patient, pour ses proches, bien sûr, spécifiquement en termes de rétablissement, voire de l'estime de soi, et aussi encore une fois, on ne soigne pas que pour donner du sens aux soins pour le patient, on le fait aussi pour nous, donc participer à donner du sens à l'action des soignants. Voilà. Détourner l'attention, c'était dit, les chiffres ne sont pas négligeables et ils sont corrélés en fait au soulagement des symptômes en fonction des interventions, des techniques qui sont faites. Je pense notamment à certaines interventions de focalisation, peut-être l'hypnose ou d'autres choses encore. Et puis aussi peut-être ça pourrait faire référence à la biographie, mais pas que, l'intérêt aussi de laisser une trace. Voilà. On a posé deux questions ensuite, à savoir quelles sont les facilités selon vous au recours et bien sûr quels sont les freins. La première, quelles sont les facilités? Parce que globalement, en tout cas dans leur expérience, ce sont des approches qui ne sont pas invasives, qui sont assez très disponibles et qui, a priori, en tout cas selon eux, sont dépourvues d'effets indésirables graves. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas qui sont dépourvues d'effets indésirables graves. C'est ce qu'ils nous ont déclaré. Sachant aussi que c'est possible quand il y a une équipe qui est déjà présente, en tout cas quand il y a des membres de l'équipe qui sont présents dans l'établissement, ça aussi, ça pose des questions après, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on propose quand ces gens ne sont pas là, qu'est-ce que ça implique de proposer une approche ou bien d'avoir une démarche de service et d'aller plus loin et qu'elle soit permanente, cette proposition, et non pas seulement quand un tel ou un tel est là et qu'est-ce qu'on fait quand il est en vacances ou ailleurs. Donc, vraiment l'importance d'inclure ces approches dans des projets de service et d'établissement, avec accès à des formations, ce qui renvoie à ce qu'on a écouté aussi précédemment, l'important de s'appuyer sur des formations pour proposer des interventions de qualité, avec une disponibilité des intervenants, je reviens dessus, la notion du faible coût, je crois que c'est clairement d'activité, et aussi, en référence à la diapo d'avant, quand on peut s'appuyer sur des recherches en cours quand il y en a. Et puis, il y a également des freins. Alors, on va peut-être commencer par le bas cette fois-ci. Justement, pour faire des choses, il faut un petit peu de sous. Et donc, le premier frein, c'était les difficultés de financement, avec également le manque de temps. Tous ces éléments, bien sûr, sont discutables, mais en tout cas, c'est ce qui était avancé là, avec aussi l'absence de thérapeutes ou des personnes formées ou sensibilisées, avec parfois des difficultés techniques pour mettre en œuvre certaines interventions, que clairement, parfois, ce n'est pas du tout prioritaire pour l'établissement, peut-être même que c'est complètement indépendant de la notion de scientificité, que l'évaluation des effets en est assez difficile pour certaines, et aussi parfois que poser des indications, ce n'est pas si évident que ça. On leur a demandé s'ils incluaient les proches dans ces approches, et la grande majorité a répondu que oui. Je crois que c'est assez conforme à la pratique ou la philosophie des soins palliatifs.
et quelles approches ils souhaiteraient développer à l'avenir. Et là, peut-être sans grande surprise aussi pour vous, vous allez retrouver des choses qui sont assez très répandues, qu'on voit. Alors l'hypnose, effectivement, on en entend beaucoup parler. On peut se questionner peut-être sur l'effet mode aussi de ça, ou de la disponibilité de cette intervention plus qu'une autre, son efficacité plus qu'une autre, je ne sais pas. La musicothérapie, voilà, là elle arrive. Et puis d'autres pratiques comme elles ont été évoquées avant, l'aromathérapie, l'art-thérapie, la réflexo, etc. Là aussi, des éléments qui font écho à ce qu'on a dit précédemment. Encore une fois, le terme d'approche, vous voyez qu'il n'y avait pas de distinction faite et que ça nous renvoie vraiment aux 2 interventions précédentes. Dans quoi ça rentre tout ça? Ces gens-là, pour eux, ça rentre dans cette grande catégorie, voilà. Qu'elle soit appelée médecine, pas médecine, intervention complémentaire, intégrative, etc. Alors, un autre terme générique serait-il plus adapté? Voilà ce qui est ressorti. Ça, c'est intéressant, encore une fois, parce qu'on fait avec ce qui nous est dit. Et on aurait peut-être pu imaginer d'autres choses. On était presque surpris de voir ça, mais oui, soins de support, on va dire, tiens, c'est pas nouveau. Et en même temps, on parle beaucoup de soins de support. C'est pas un terme nouveau, c'est un terme qui parle. Voilà, les liens entre oncologie et soins palliatifs sont étroits, donc c'est pas une surprise de le voir là. Pourquoi? Parce que comme c'est écrit là, eh bien c'est largement utilisé, c'est déjà connu, c'est apprécié, c'est quelque chose qui a une connotation plutôt positive, et encore une fois avec une certaine reconnaissance, et qui ne fait pas peur, il faut quand même le dire, ça ne fait pas peur à personne, le terme de soins de support, et c'est souvent comme ça que sont présentés d'ailleurs les soins palliatifs, et que ça a une connotation de confort, de bien-être, etc. La deuxième, c'est l'approche complémentaire. Justement dans cette dimension intégrative et la complémentarité avec la médecine, on va dire, conventionnelle, si on peut dire ça comme ça. Et puis la troisième, parce que voilà, on aurait posé la question il y a peut-être, à mon avis, 2-3 ans, on n'aurait certainement pas eu cette réponse-là. Aujourd'hui, voilà, force de la communication de la IPI Society et de ses travaux, et puis des recos de la HAS, etc. Eh bien, ce terme d'intervention non médicamenteuse, les INM, fait sa place, et nous-mêmes, on s'est aussi inspiré de ça, et peut-être même pour des propositions qu'on pourra faire par la suite. Alors, c'était important d'évoquer la notion de la créativité, parce que la créativité dans les soins, c'est pas anodin, parce que ça en fait complètement partie, et de voir peut-être aussi le pendant avec cette notion de scientificité dans les pratiques. Et il se trouve que ça répondait à cette hypothèse, à savoir, oui, la créativité a une place toute particulière, et c'est vraiment dans cette démarche-là aussi que sont proposées ces approches non médicamenteuses. Voilà. Et ça ne fait pas globalement l'unanimité, mais en tout cas, globalement, cette notion de créativité, ça parle aux personnes qui ont répondu là. Alors, encore une fois, il s'agit d'une enquête, il y a des limites, c'est 145 répondants sur bien plus de structures qu'il y a que ça en France. Donc, un taux de réponse qui est assez faible, hein, il faut quand même le dire. On peut se poser du rapport, peut-être que peuvent avoir les professionnels, les équipes, avec ce qu'on va appeler les approches, dans notre propos là tout de suite, non médicamenteuses. On peut se questionner sur la représentativité de l'échantillon, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il s'agissait que de personnes convaincues, quid des autres? Est-ce que ça ne les intéresse pas? Est-ce qu'ils ont eu accès à l'information? Est-ce qu'ils ont d'autres choses? Ça, on ne le sait pas, bien évidemment. Et puis, on avait identifié, on ne les a pas présentés là, que quand même certainement des biais dans les formulations de questions, parce qu'il y avait quand même, on souhaitait explorer cette notion de rapport à la prescription médicale, comme on peut le voir dans certaines publics, et puis cette notion aussi de concertation pluridisciplinaire, comme encore une fois, c'est inscrit dans la culture palliative. Et en fait, on n'a pas réussi à dégager des éléments suffisamment parlants et représentatifs. Donc globalement, les questions n'ont peut-être pas été bien comprises, et donc ça n'avait pas un grand intérêt de les présenter là, mais on souhaitait quand même vous en informer. Alors, en guise de conclusion, et puis comme élément de discussion après, oui, il semble quand même qu'il y a un intérêt assez important et plutôt croissant pour l'utilisation, à proposer des approches non médicamenteuses quand on pratique des soins palliatifs, quel que soit le type d'unité, qu'on n'a pas relevé d'effet structure, c'est-à-dire que globalement, ce qu'on présente là, c'est assez...
ça se croise volontairement, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'expérience d'une équipe mobile, d'une USP, de l'HAD. Globalement, on n'a pas de différence significative, et encore une fois, on n'avait pas le matériau pour faire des analyses statistiques poussées, c'était pas le propos. Que cette notion de rapport entre efficacité et effet secondaire, elle est très présente et également dans les réponses des participants, que bien évidemment, on retient que ces approches, c'est d'abord pour s'occuper des gens qui souffrent et donc pour soulager les symptômes, pour favoriser le confort, la qualité de vie, voire la distraction, avec une attention particulière sur cette notion de sensorialité dans les soins en soins palliatifs. L'importance aussi, un message de pouvoir donner du sens tant à la pratique des soignants que dans le vécu des patients et de leurs proches au cours des soins. Encore une fois, un petit focus sur la musicothérapie, l'aspect de la musique. Je pense notamment aux applications Music Care et à tout l'investissement des équipes et des professionnels qui travaillent avec ces applications. Et là, clairement, c'est pas ressorti. Donc, j'avoue que c'est un point comme ça qui a attiré notre attention. Très certainement, il y a d'autres approches ou interventions, mais celle-ci nous questionnait, d'autant plus qu'on sait que ce matériel-là, les tablettes en question, elles sont bien implantées, elles ont fait pas mal leur place quand même en France dans le champ de la douleur, dans les blocs opératoires, etc. Et aussi certainement dans des unités de soins palliatifs, même dans les équipes mobiles. Mais en tout cas, c'est pas ressorti là. C'est pas ressorti là. Donc, on fait avec ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, c'est que au vu, encore une fois, des réponses qui nous ont été faites, et on doit faire avec ça, il y a quand même une opportunité de réfléchir à la façon de légitimer et de crédibiliser en fait, ces pratiques, ces approches, pour qu'elles soient, encore une fois, proposées en toute sécurité pour tout le monde, en s'appuyant plus, encore une fois, sur une démarche réflexive, des données probantes dans la limite de ce qu'on peut obtenir. Et là, encore une fois, il n'est probablement pas nécessaire d'avoir des plus hauts niveaux de preuves avant de les proposer aux patients, mais déjà, en tout cas, de lui garantir déjà un cadre, et notamment un cadre sécuritaire. Donc, ce qui est important, c'est de retenir cette notion d'usage rigoureux de ces approches, en se re-questionnant quand même sur la terminologie, et aussi, bien sûr, ça ne dépend pas que des équipes, et tout ça, ça nécessite l'adhésion des institutions. Il faut du soutien, clairement, pour développer ces pratiques-là. Là, c'était juste quelques chiffres, quelques références pour illustrer ce qui avait été fait, notamment dans une thèse d'une dame qui s'appelle Sarah Bessel, il y a quelques années, qui avait questionné, elle, donc les techniques médicamenteuses, donc encore une autre appellation, au sein des USP en France. Alors, quelques pistes de travail pour nous, pour la suite, c'est d'abord de partir de ce constat et puis aussi de tous les travaux qui sont proposés jusqu'alors et de creuser un petit peu plus à partir des approches qui sont proposées par ces équipes, et bien d'aller en explorer peut-être certaines plus que d'autres, en faisant des choix, bien sûr, selon une méthodologie à définir, et de mieux comprendre. Et certainement, la démarche mixte, elle est forcément retenue, ça c'est une évidence. La démarche mixte, c'est à notre sens celle qui est la plus pertinente, et donc faire des choix à partir des approches proposées sur le terrain, et on va dire de rendre au terrain ce qu'il nous propose. Et puis aussi, puisque on a évoqué une revue systématique, mais qui, on va dire, qui était aussi limitée sur le vécu et sur certaines approches. Et on serait assez intéressé pour, encore une fois, faire ce travail et alimenter humblement cette documentation biblio en faisant ce travail de revue systématique type Prisma de la littérature, centré sur, alors à définir bien sûr, mais sur ces interventions non médicamenteuses en soins palliatifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très complète et très riche. Je propose de prendre une question comme l'heure tourne, même si nous tenons le temps de la session. On a éventuellement le temps pour prendre une question. Merci, bonjour. Moi, je suis Mickaël Jabikani, je suis médecin, je travaille en réanimation. Merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations. J'ai une question qui s'adresse à tous les trois. J'ai bien compris l'enjeu qu'il y a dans la méthodologie pour pouvoir démontrer les intérêts ou non de ces approches ou de ces interventions. Ce qui me questionne, moi, mais c'est peut-être une question un peu naïve, c'est comment est-ce que vous définissez tous les trois l'efficacité ou l'utilité de ces interventions. Parce qu'avant de savoir la manière de pouvoir les démontrer, à vous écouter tous les trois,
Cette question est venue à plusieurs reprises de savoir comment est-ce que vous entendez et que vous pensez l'efficacité ou l'utilité, c'est les deux termes que j'ai entendus. Alors, merci beaucoup de cette question qui ouvrirait une nouvelle session, je pense. Donc, si vous voulez répondre, je dirais chacun en 10 phrases. Moi, c'est assez simple. Le choix, il est dans le dialogue entre le patient et le médecin, hein, dans cette dyade. Et si, en effet, le patient a des préférences ou le choix s'opère comme ça. 80% des patients souhaitent, enfin, en tous les cas, ont des pratiques complémentaires en oncologie. Donc, je veux dire, à un moment, il faut écouter le savoir expérientiel des patients et pas que des experts sachants au sens du modèle biopaternaliste. Alors, une première facette de la réponse de l'efficacité, donc ce que dit le patient et ce qu'il souhaite et si ça marche pour lui. Je peux parler d'une expérience actuelle. Donc dans le cadre de mon travail de thèse, en fait, moi je mène une étude actuellement en réanimation néonatale à propos d'une intervention d'hypnose en réalité virtuelle pour réduire le niveau de stress des infirmières de réanimation néonatale. Et donc on a une étude à double niveau. D'abord, on avait mis en évidence cette problématique de stress dans cette intervention auprès de cette population, largement documentée dans la littérature internationale. Et on a mis en place un protocole d'intervention avec des critères de jugement, à savoir qu'il y ait des échelles d'évaluation, l'utilisation de l'ANI en paire intervention. Et puis, elle est en cours. Donc voilà comment, en tout cas, nous, on l'a comprise. Donc la construction d'outils adéquats en fonction de votre intervention. Absolument, et en s'appuyant sur des outils validés. Oui. Voilà. Construction ou choix d'outils validés, ce qui n'est pas exactement la même chose. OK. Deuxième élément de réponse. Alors très rapidement, je voudrais dire que c'est un travail absolument remarquable, nécessaire, et que c'était bien d'avoir mis approche non médicamenteuse, parce qu'il faut ouvrir pour l'instant. Les mots ne sont pas encore qualifiés, donc il faut rester ouvert. Pour répondre à votre question, notre modèle, NPI modèle, vous aurez sur l'aspect coût-utilité des recommandations, et effectivement avec des données consolidées à ce propos dans le référentiel. Mais je voudrais dire, parce que là, tout à l'heure, il y a eu des présentations sur lesquelles il y a une ambiguïté. Ne nous trompons pas, les solutions non médicamenteuses ne sont que des solutions. Et donc, c'est une bibliothèque de solutions et sur lequel la créativité est nécessaire pour le praticien qui va mettre en œuvre ce cahier des charges. Il n'est pas question d'appliquer bêtement une recette. Et deuxième élément extrêmement important dans votre question, attention, ce n'est pas une médecine. La médecine intégrative, c'est un diagnostic, puis une décision partagée, puis la solution. Donc la médecine intégrative, c'est tout ça. C'est-à-dire c'est à la fois la décision, et la décision ne relève pas d'un outil à votre disposition, d'une solution que vous pouvez proposer, mais bien la singularité du cas sur lequel vous allez peut-être l'utiliser ou pas. Je pense qu'il y a eu là beaucoup de confusion d'épistémologie importante, et je finirai par, je vous recommande la lecture de M. Étienne Klein sur le goût du vrai, sur la différence entre la recherche et la science. Il y a eu des confusions là, dont il faudrait qu'on parle plus longuement, mais je ne peux pas. Je pense qu'on pourrait faire une journée en fait sur cette question-là, des interventions non médicamenteuses et de la recherche. Parce que franchement, là, pour moi, c'est une session qui ouvre en fait à parce que déjà, vos 3 présentations sont d'une telle densité qu'on aurait pu passer effectivement un long moment après chacune d'entre elles. Donc, je vous remercie infiniment et donc à suivre. Merci à tous.